À 650 millions de kilomètres de la Terre, on trouve un mini-système solaire de plus de 60 lunes qui tourne autour d'une énorme planète de gaz. L'étrange beauté de ces couleurs fluides cache des courants et des tempêtes très violentes. Cette grosse boule brillante et orageuse est-elle l'étoile de Bethléem? La vie se cache-t-elle sous la croûte glacée d'une de ces lunes? On s'attend à trouver certaines formes de vie sur Europa, tout simplement parce que l'eau en est l'élément clé. Je veux aller à la pêche sur Europa, faire un trou dans la glace et regarder si quelque chose nage jusqu'à la caméra et vient la frôler. Je veux le faire un jour. Et notre propre planète doit-elle sa survie à cet énorme aimant cosmique? Jupiter, la planète géante. Jupiter est une énorme sphère qui se trouve à 800 millions de kilomètres du Soleil. Ces images semblent sortir d'une vidéo d'artiste, mais cette boule de gaz tourmentée est bien Jupiter. On y trouve les conditions météorologiques les plus exceptionnelles du système solaire. Jupiter est composé de 86% d'hydrogène et de près de 14% d'hélium, les deux éléments les plus légers et les plus abondants de l'univers, compressés en une gigantesque masse. Cette chose fait 11 fois le diamètre de la Terre. 1 millier de terres tiendrait facilement à l'intérieur de Jupiter. Jupiter est vraiment la reine du système solaire. Elle représente environ 70% de la masse de toutes les planètes. À l'échelle des planètes, Jupiter, c'est le gros bras du coin et c'est elle qui commande. Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Elle est visible à l'œil nu. Une journée y dure seulement 9,9 heures. Son orbite autour du Soleil dure un peu plus de 11 ans et 10 mois. Une personne de 60 kg en pèserait 180 sur Jupiter. On y rencontre des orages d'ammoniac, de soufre et d'eau. L'exploration de Jupiter serait la mission la plus audacieuse de la NASA. C'est un lieu hostile, avec des températures extrêmes, glaciales et brûlantes. Son rayonnement électromagnétique est si intense qu'il serait instantanément mortel pour l'homme. Il nous faudrait des protections en plomb très lourdes et très difficiles à transporter. Envoyer des hommes sur la planète Jupiter serait un immense défi technologique. On ne peut pas atterrir sur Jupiter. C'est une planète de gaz, de sorte que l'on n'aurait pas une surface solide sur laquelle atterrir et marcher. On ne ferait que descendre à travers des nuages, puis à un moment on serait écrasé par la pression de l'atmosphère. Envoyer un homme sur Jupiter serait un véritable défi. Et s'il était quand même possible d'y aller? Le docteur Andrew Ingersoll fait autorité en ce qui concerne cette planète. Il nous emmène y faire un tour. Il faut un type particulier de ballon, parce que l'atmosphère de Jupiter, c'est de l'hydrogène. Et l'hydrogène est le plus léger des gaz. Un ballon d'hélium sombrerait. La seule chose qui flotte dans une atmosphère d'hydrogène froid, c'est l'hydrogène chaud. Il faudrait donc un ballon d'hydrogène chaud. Depuis 10 ans, la NASA met au point des ballons ultra longue durée pour des explorations robotisées. Comme nous le savons tous, chauffer l'hydrogène est très délicat. La naissance de ce monstre est une énigme. La formation de Jupiter est un des plus grands mystères de cette planète.
Certains pensent que Jupiter est une étoile avortée. Il a les mêmes composants que le Soleil, de l'hydrogène et de l'hélium, mais pas suffisamment de masse pour créer la pression et la température que nécessite une fusion nucléaire. Alors c'est devenu une planète. L'idée est qu'il y avait un nuage dans la galaxie qui avait la même composition que le Soleil, et qu'il s'est effondré sous sa propre gravité. Ce qu'il a laissé derrière lui a formé des planètes du système solaire. La majorité de ces fragments est devenue Jupiter. Une partie s'est intégrée au Soleil. Et il en est resté un peu pour former la Terre. Jupiter est un tourbillon de gaz qui a attiré des éléments et qui a grandi au fil du temps, un peu comme une huître qui fabrique des couches de matière autour d'un grain de sable pour faire une perle. Les gaz et les matières solides que Jupiter n'intègre pas, elle les recrache dans l'espace. Jupiter est comme votre grand frère dans une cour d'école. Il vous protège de ceux qui pourraient venir vous compliquer l'existence. Je me la représente comme une joueuse de frisbee cosmique. Elle attrape des choses dans l'espace et elle en rejette. Elle finit par retenir certains de ces objets au sein du système solaire, où sont aussi la Terre, Mars et Vénus. Jupiter récupère certains de ces débris, en rejette d'autres, en envoie vers le Soleil qui les garde définitivement et aménage ainsi un espace dans lequel les autres planètes peuvent exister relativement en paix. Ce phénomène frisbee est si important que la Terre pourrait devoir son existence même à Jupiter. Elle influence la trajectoire des comètes, des météores et même des astéroïdes. Et le fait qu'elle soit là depuis des millions d'années aide à comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur du système solaire. Jupiter est peut-être une des raisons pour lesquelles il y a de la vie sur Terre, qu'elle est habitable et qu'elle n'est pas bombardée par une pluie de comètes. Il n'y a pas de plus grande preuve de la puissance de Jupiter que ce qui s'est passé pendant 7 jours en juillet 1994. Une comète, appelée Shoemaker-Levy 9, a fondu sur la planète. Une fois sous l'influence de Jupiter, impossible de faire marche arrière. C'est comme si un missile allait percuter la boule de gaz. La force d'attraction de Jupiter est si grande qu'elle a fait éclater la comète en petits morceaux qui sont arrivés l'un après l'autre. Ces morceaux ont percuté la planète à une vitesse de 60 km par seconde. Lorsqu'un missile arrive à une vitesse supersonique, il crée un choc. On voit alors une sorte de nuage de matière jaillir à l'endroit de l'impact. L'une des boules de feu générées par le choc avec l'atmosphère de Jupiter est montée à près de 3000 km dans l'espace. Si la Terre avait été la cible d'un de ces projectiles, les effets d'une telle collision auraient été pour le moins catastrophiques, un peu comme ceux qui ont anéanti les dinosaures. L'énergie qu'a dégagée cette collision était plus importante, de l'ordre de 10 à 20 fois plus puissante que l'arsenal de bombes de toute l'humanité. Enlevez Jupiter du décor. Introduisez cette comète géante dans le système solaire. Où serait-elle allée? Nous n'en savons rien. Elle se serait peut-être écrasée sur la Terre. Si cette comète s'était écrasée sur Terre, nous serions dans une toute autre situation. Les experts estiment que des comètes touchent Jupiter 8000 fois plus souvent que la Terre, à cause de l'effet frisbee.
Mais l'effet Frisbee agit dans les deux sens. Comme Jupiter n'a pas de système de valeur, quand elle voit une comète errante, elle peut l'attirer et l'avaler, mais si elle la rejette, personne ne peut deviner où elle va l'envoyer. La comète peut être envoyée vers la Terre, dans le Soleil ou en dehors du système solaire. Mais il y a une raison pour laquelle cette planète rejette certains des déchets qui s'approchent d'elle. Comme Jupiter est le plus gros objet du système solaire, son attraction est plus grande. Du coup, des objets qui avaient leur propre trajectoire sont déviés par elle, comme des petites mouches. En général, ils subissent une accélération qui les éjecte parfois complètement du système solaire. Aucun lanceur de Frisbee ne peut se mesurer à Jupiter en termes de force. Elle est beaucoup plus rapide. Elle rejette les choses à une vitesse de 50 km par seconde. Les merveilles de Jupiter sont difficiles à sonder. Elles fascinent l'homme depuis des siècles. L'homme préhistorique s'est rendu compte qu'il évoluait au milieu des étoiles. Et Jupiter est l'une des planètes qu'il vénérait. Dans la mythologie romaine, Jupiter était le roi des dieux. Il y a peut-être une référence à Jupiter dans la Bible. Je n'avais que 5 ans, mais je me souviens de gens qui disaient « Jupiter, c'est l'étoile de Bethléem ». On n'a aucun moyen de savoir si c'était vrai. Mais ce qui n'est pas clair, c'est si on parle d'une étoile isolée ou d'un alignement astronomique d'objets célestes. On ne le sait pas vraiment. En termes scientifiques, on appelle cela une conjonction. Selon certains chercheurs, Jupiter et Vénus auraient été visibles sous la forme d'une étoile unique en août de l'an 3 avant Jésus-Christ, vers l'est. Mais c'est Galilée, le père de l'astronomie moderne, qui a effectué la première observation du système jupitérien. En 1610, environ 18 mois après l'invention du télescope, il s'en est procuré un et il a observé Jupiter. En 1665, on découvre la caractéristique la plus fascinante de Jupiter. Son œil rouge géant, qui est en fait l'œil d'une énorme tempête comme la Terre n'en a jamais connu. Celle-ci se déchaîne depuis plus de 300 ans. Cette perturbation climatique est un rêve de météorologue. La grande tache rouge de Jupiter est vraiment immense. La Terre n'en couvrirait même pas la surface. Cette tempête est la plus grande de tout le système. Si vous voulez un ordre de grandeur, elle fait 20 000 km de large, alors que la Terre n'en fait que 12 500. Sur les bords, les vents sont très rapides. Mais le centre est calme. Ce n'est pas comme un ouragan qui a un œil et des vents très turbulents au milieu. Le cœur de la tache rouge est plutôt calme. Si on y allait en ballon, ce serait une balade agréable, tant qu'on éviterait les orages et les turbulences. On irait très vite, mais ce serait très calme. On irait à 600 km à l'heure. Le vent le plus rapide jamais enregistré sur Terre atteignait les 280 km à l'heure. Mais ce n'est pas une tempête comme celle qui sévit sur Terre. C'est un énorme groupe de nuages qui se déplacent, zébrés par la foudre. On ne peut que modéliser et imaginer les types de précipitations et la condensation des différents gaz en vapeur. Cette fameuse tache rouge est un système de haute pression qui peut prendre 10 jours pour accomplir un tour sur lui-même. C'est vraiment un ouragan à l'envers, c'est ce qu'on appelle un anticyclone. C'est le contraire d'un ouragan classique. Ce n'est pas la seule curiosité. Les ouragans tels que nous les connaissons ont besoin d'eau pour se former.
Il n'y a pas de source aquatique dans la tache rouge. Ce phénomène météorologique sans fin est donc alimenté par autre chose. Mais par quoi ? La grande tache rouge de Jupiter ressemble à un ouragan qui ne s'arrête jamais. C'est une tempête colossale avec des vents violents et des éclairs. Les chasseurs de tempêtes adoreraient le pister. Le docteur Tim Dolling, de l'université de Louisville, traque de tels phénomènes ici, sur Terre. Cette tache rouge est comme une énorme loupe. Une masse en forme d'œuf, dans lequel les fluides sont comprimés vers l'intérieur et vers le bas, qui est plus chaud. Donc on n'y rencontre pas d'orage. Mais si on va vers le bord, surtout au nord-ouest, on tombe sur les pires orages de Jupiter. Cet objet n'a pas d'œil et il n'est pas alimenté par de l'eau. Il n'a pas d'océan au-dessus duquel se former. Comment peut-il poursuivre son existence ? Je me suis toujours dit qu'il y avait un mini-volcan à l'intérieur de Jupiter. En fait, c'est un volcan atmosphérique. Le Dr Benz estime que les gaz les plus chauds viennent des profondeurs de la planète. En s'échappant, ils créent un tourbillon. Il doit y avoir une source d'énergie complémentaire. Mais ce n'est qu'une théorie. La science n'a toujours pas de réponse à cette question. Les théories actuelles ne peuvent pas vraiment expliquer pourquoi cet endroit est si bien délimité et toujours fixe. Toutefois, au fil du temps, les scientifiques connaissent un peu mieux ce phénomène qui ne cesse de grandir. Le mystère s'est encore épaissi parce qu'on s'est aperçu que les objets n'y circulent pas dans le calme. Au contraire, c'est très mouvementé. Il y a des structures plus petites qui apparaissent et disparaissent chaque jour, de façon chaotique et tourmentée. Et pourtant, elles surfent encore sur cette tache rouge qui continue d'exister. La grande tache rouge ne représente pas la seule tempête de Jupiter. 3 couches de nuages denses recouvrent toute la planète. Si on allait dans l'atmosphère de Jupiter, on entendrait de très gros coups de tonnerre. En fait, ils se déplacent 4 fois plus vite sur Jupiter que sur la Terre. Leur vitesse y atteint les 4800 km/h. La pluie tombe aussi 2 fois plus vite sur Jupiter. La répartition de la charge qui fait qu'en haut, les nuages se chargent positivement et qu'à la base, ils se chargent négativement est 2 fois plus efficace sur Jupiter. Ici, les tours de cumulus sont 3 fois plus grandes et peuvent atteindre les 50 km. Sur Terre, elles ne mesurent qu'une dizaine de kilomètres. Il serait impossible de survivre au sein de la grande tache rouge avec des vents qui atteignent les 650 km/h. En comparaison, l'ouragan Wilma, qui a frappé la péninsule du Yucatan en 2005 et au sein duquel on a enregistré les vents les plus rapides de la Terre, n'était qu'une légère brise. Les vents n'y soufflaient qu'à 280 km/h. Notre climat est simple comparé à celui de Jupiter. On y trouve un système de tempêtes empilées les unes sur les autres dans un immense espace. Ce sont en fait des tempêtes à l'état naturel. Ces tempêtes se déplacent sans relâche parmi les autres phénomènes climatiques jupitériens, de féroces courants qui parcourent sans cesse la planète. Les scientifiques commencent seulement à comprendre ce qu'ils sont et d'où ils viennent. Il y a un énorme courant qui se dirige vers l'est et qui parcourt l'équivalent d'un terrain et demi de football par seconde. Ça va très vite. Personne n'a envie de se retrouver là-dedans. 29 autres courants de différentes largeurs bordent ce point. Ce sont eux qui donnent à Jupiter son apparence caractéristique. Ils se déplacent dans des directions opposées. Certains vont vers l'est, d'autres vers l'ouest. Ils sont beaucoup plus petits. Les vents des plus grandes latitudes sont plus petits que ceux de l'équateur.
Par rapport à la Terre, ce sont des vents monstrueux, super rapides et qui vont vers l'avant et vers l'arrière. La vitesse de rotation de la planète y est pour quelque chose. Jupiter génère beaucoup d'énergie car il tourne vite. C'est à cause de la rotation de Jupiter que l'on n'y rencontre pas un seul courant mais plusieurs, qui parcourent la planète dans des directions opposées et que l'on peut d'ailleurs apercevoir. On y trouve pour ainsi dire une version amplifiée du modèle climatique terrestre. Des tourbillons spectaculaires naissent à la surface des nuages, là où les courants se rencontrent. On pense que l'énergie qui alimente cette ceinture provient de la chaleur intense qui règne dans le noyau. On ne rencontre pas ça tous les jours. Quand vous faites chauffer de l'eau sur un poêle, elle va finir par bouillir. Des bulles remontent du fond et créent des courants dans la casserole. C'est la même chose sur Jupiter. Il y a des gaz et des liquides qui évacuent la chaleur. Ce sont des questions basiques. Des principes physiques très simples peuvent expliquer cela. Ces gros courants, on devrait pouvoir les comprendre, non? Sur Terre, il y a un flux principal qui va vers l'Est et un autre grand flux qui souffle vers l'Ouest. Ce sont les alizés. Si l'on multiplie leur puissance par 3, on obtient les vents de Jupiter. Ils sont vraiment différents des vents terrestres. Non, je me dois d'être plus précis. Ce n'est pas qu'ils soient différents, ils sont juste dopés aux stéroïdes. On se dit, si je comprends le phénomène sur Jupiter, ça devrait être clair sur Terre. Les mystères de Jupiter ne se limitent pas à la planète elle-même. Certains de ses éléments les plus fascinants sont ceux qui décrivent des cercles autour d'elle. Jupiter a plusieurs douzaines de lunes qui sont assez grandes pour être visibles. Elle en a probablement beaucoup plus, trop petites pour être aperçues avec la technologie actuelle. Mais on va les découvrir sans doute dans les années à venir. Certaines de ces lunes ont presque la taille de certaines planètes. Jupiter est comme un petit système solaire. Grâce à son incroyable force d'attraction, elle a aspiré des lunes et d'autres débris spatiaux. En général, l'ordre règne. Quelques lunes ont des orbites assez irrégulières, mais le chaos est géré. Imaginez un groupe de coureurs sur une piste. Tant que chaque coureur reste dans son couloir, il ne risque pas de se percuter. C'est comme ça que fonctionne cette mécanique céleste. Chaque lune est fascinante à sa façon. Quatre des principales lunes de Jupiter ont été découvertes par Galilée, qui a d'abord vu qu'elles tournaient autour de la planète. Et on les a nommées en s'inspirant de la légende de Jupiter, le dieu amoureux. La première lune découverte, c'est Io. Il y règne une importante activité volcanique, mais elle est déclinante. Projetant du magma dans l'espace à 350 km, Io est une merveille couverte de plus d'une centaine de volcans. Certains font la taille de la Californie et semblent s'éteindre et se réveiller. Ganymède est la plus grande lune de notre système solaire. Elle est 5 fois plus grande que la Lune terrestre. Callisto compte le plus grand nombre de cratères. Elle a subi de nombreux impacts. Puis, il y a Europa, la reine glacée. Personne ne connaît sa composition exacte. Elle ressemble à un œuf dont la coquille serait fissurée. On dirait qu'elle était recouverte d'eau et qu'à un moment donné, elle a gelé, si bien qu'elle s'est fendillée. On pense que ces phénomènes sont le résultat de marées qui ont fissuré la surface de la planète. Europa a l'air très étrange. Elle est lisse et vitreuse à certains endroits et montagneuse à d'autres. En fait, elle est remarquablement semblable à l'un des endroits les plus froids et les plus merveilleux de la Terre. Il y a dans l'Antarctique un lac qui s'appelle le lac Vostok. Les scientifiques pensent qu'il ressemble à ce que l'on trouve sur Europa.
L'Antarctique est recouvert d'une épaisse croûte de glace sous laquelle se trouve un lac. On pense qu'il serait très similaire à de l'eau cachée sous la surface d'Europa. Si on traverse cette croûte et que l'on s'enfonce suffisamment dans la glace, on trouvera de l'eau liquide. Nous sommes convaincus qu'il y en a là-bas. En dehors de la Terre, c'est le seul endroit que nous connaissions où il y en ait en grande quantité depuis 1 ou 2 millions d'années. Et là où il y a de l'eau, il y a peut-être de la vie. Europa, la lune de Jupiter, est pleine de secrets. Elle pourrait même avoir des cheminées thermales sous sa croûte congelée. En fait, il y a un immense océan qui contiendrait plus d'eau que l'océan Pacifique. Il attend juste que quelque chose se produise. La présence d'eau ne peut signifier qu'une chose. Nous ne sommes peut-être pas seuls. Je veux aller à la pêche sur Europa, faire un trou dans la glace et regarder si quelque chose nage vers la caméra et vient la frôler. Je veux le faire. Un autre scientifique veut aussi y aller à la pêche. Dans ce laboratoire en plein air près d'Austin, au Texas, l'espoir repose sur un petit robot. Il est conçu pour l'exploration de territoires inconnus, complètement inconnus, et aussi pour rechercher des traces de vie. C'est un explorateur des nappes phréatiques profondes et brûlantes. On l'a appelé DEFT-X. Il fait en ce moment ses preuves dans une ancienne carrière et on compte sur lui dans le futur. Si tout se passe comme prévu, on le lancera vers 2016. Il arrivera sur Europa en 2018. Et dès 2019, on saura vraiment s'il existe une vie en dehors de la Terre. C'est notre objectif. DEFT-X est le fruit du travail de Bill Stone. Avec une équipe de scientifiques, ils ont joué leur réputation sur ce projet. Ils ont passé 6 ans à en développer le concept et à construire le prototype. Il fait partie d'un ambitieux projet qui l'enverra dans l'espace, puis sous les 10 km de glace de l'océan d'Europa. Il y aura plusieurs véhicules. Il y en aura un qui se mettra en orbite autour de la Lune Europa. Il y aura un atterrisseur qui se posera sur la glace. Ensuite, il y aura une deuxième étape pour l'atterrisseur qui se frayera un chemin à travers les 3 à 5 km de la calotte glaciaire. C'est à ce moment-là qu'on atteindra la 3e phase. Nous avons besoin d'un appareil qui se déplace rapidement, qui ait la forme d'une torpille, très probablement à propulsion nucléaire, et qui puisse parcourir des milliers de kilomètres dans l'océan qui est sur Europa. Est-ce vraiment possible? La NASA le pense. L'agence spatiale a apporté de l'argent et sa bénédiction. Elle a investi dans la recherche de la vie dans ces confins de l'univers. S'il existe sur Europa, la lune de Jupiter, une forme de vie, celle-ci pourrait-elle marcher, parler ou voler? Ce serait plutôt des virus, ou au mieux des bactéries. Nous nous attendons à voir simplement des formes de vie primitives, mais semblables à certaines choses que nous avons sur Terre. Mais nous n'en savons rien. Les scientifiques sont encouragés par la découverte d'étranges formes de vie solides, découvertes dans les endroits les plus inhospitaliers de la Terre. Des vers tubes, par exemple, survivent et prospèrent dans l'obscurité totale. La pression extrême ne leur pose pas de problème.
Ces créatures ont été découvertes en 1977 à plusieurs kilomètres sous la surface, sur la faille des Galapagos. Ils vivent dans l'eau près de cheminées thermales brûlantes. On pense trouver ces mêmes conditions extrêmes de quasi-obscurité, de pression très élevée et de cheminées hydrothermiques sur Europa. On pourrait trouver ces courants hydrothermiques et ces nutriments à proximité du centre d'Europa. Et certains organismes pourraient se nourrir de ce matériau, comme c'était peut-être le cas au début de notre Terre. Et si ce ne sont pas des vers tubes qui se cachent sous la calotte glaciaire d'Europa, quelque chose d'autre y vit peut-être. La majeure partie de la vie sur Terre est microbienne. Nous espérons qu'il en soit de même sur Europa. Tout simplement parce que l'eau est l'élément clé. Des scientifiques comme Bill Stone brûlent de faire une telle découverte. Son appareil DEFIX pourrait répondre à cette question qui obsède les chercheurs. Peut-on programmer le robot pour qu'il détecte des signes de vie et qu'il en prélève un échantillon? Le bébé de Bill Stone en est à ses balbutiements, mais il est déjà plein d'avenir et très perfectionné. C'est un jouet high-tech unique qui pourrait nous montrer ce qui se passe dans un autre monde. Notre premier contact avec une vie extraterrestre pourrait avoir lieu sur Europa, la lune de Jupiter. Le robot DEFIX, ou plus exactement l'hydrobot, est conçu pour penser, se déplacer et explorer sans intervention humaine. Le robot devra tout faire tout seul. Nous n'allons pas le guider. Ce sera un grand pas en avant dans ce que j'appellerais la science de l'autonomie robotique. C'est un véritable HAL, la vedette d'un nouvel odyssée de l'espace. On appuiera sur un bouton et on le laissera plonger sous la surface. On ne le reverra que lorsqu'il reviendra nous dire ce qu'il y a là-dessous. DEFIX sera en mesure d'extraire et d'analyser des échantillons pendant son périple sous l'océan d'Europa. Ce petit tube que vous voyez ici va prélever des échantillons d'eau et les stocker dans ces sacs d'1 litre. Il y en a 5 à bord. Mais avant qu'il ne fasse cela, il se déplacera grâce à une série de micro-pompes ici sur la gauche. Il emportera aussi un microscope de bord. Ce microscope prendra des images de ce qui, dans l'eau, mesure plus de 5 microns. On pourra donc observer les caractéristiques de vie microbienne, mesurant de 5 à 200 microns sur l'écran. Le robot utilisera ce résultat pour déterminer s'il y a de la vie et s'il doit prélever un échantillon. DEFIX et ses systèmes doivent encore être miniaturisés pour aller dans l'espace. Et il faut encore le tester dans des courants glacés. Nous allons le tester dans l'Antarctique pour nous assurer qu'il fonctionne parfaitement sous la glace. La question de la vie sur Europa est une grande inconnue. Cela pourrait changer l'ensemble de notre perception de l'univers. S'il y a de la vie sur cette petite lune qui se trouve dans l'environnement hostile de Jupiter, cela signifie qu'il peut y avoir de la vie presque partout. La science y trouvera de nouveaux horizons. Je pense que la recherche de la vie est l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire en tant que scientifiques, mais aussi en tant qu'humains. C'est un pas de géant, et pas seulement pour l'humanité. Mais pas pour les robots. De tous les phénomènes de Jupiter, aucun n'est plus impressionnant que celui qu'on ne peut voir. Il est plus grand que la fameuse tache rouge, plus puissant que les courants qui traversent Jupiter et plus mortel que tout ce qu'on connaît. On y trouve les radiations les plus puissantes du système solaire, exception faite de celles du Soleil. Le champ magnétique de Jupiter est, je crois, le plus important du système solaire.
C'est un bouillonnement de 725 millions de kilomètres de long. Un bourdonnement de particules chargées électriquement. C'est la magnétosphère de Jupiter. Le Soleil émet des vents solaires, et ces vents sont chargés de protons et d'électrons. Ces particules se déplacent à 1,6 million de kilomètres/heure. Jupiter capture l'essentiel de ces protons et de ces électrons qui se retrouvent piégés dans l'espace circulaire autour de la planète. Aucun mot ne permet de traduire l'ampleur de ce phénomène. La magnétosphère de Jupiter est le plus grand objet du système solaire, plus que le Soleil. Les comparaisons sont le meilleur moyen d'appréhender ce mystère. Si elle était visible dans le ciel nocturne, elle serait beaucoup plus grande que la Lune. C'est énorme. Bien qu'elle soit 5 fois plus loin de la Terre que le Soleil ne l'est, elle serait immense dans le ciel nocturne. Si elle était visible, elle aurait une forme familière, celle d'un manche à air. Elle aurait d'un côté de la planète une forme arrondie et de l'autre une queue flottante. Ce manche à air atteint l'extérieur de l'orbite de Saturne. La centrale électrique qu'est Jupiter génère un courant électrique de 10 millions d'ampères. Cette planète peut conduire l'électricité à l'intérieur d'elle et autour d'elle. Cette conductivité crée un phénomène qu'on peut observer quand des particules chargées s'échappent de Jupiter. Jupiter connaît des aurores, parce que quand ces particules s'échappent et vont s'écraser sur la haute atmosphère, elles brillent comme une aurore terrestre. Ces aurores fantomatiques sont 1000 fois plus fortes que les aurores du pôle Nord ou du pôle Sud. Elles mesurent près de 2000 km de large. Si on pouvait aller sous l'une d'elles, elles rempliraient tout le ciel, se déplaceraient à la vitesse de l'éclair, 16 000 km/h. Le champ magnétique de Jupiter est un monstre et il rugit. En fait, il nous parle en ce moment même. Jupiter, le géant du système solaire, a quelque chose à dire si on l'écoute. On peut entendre ce qu'on appelle un rugissement de lion, car il rugit. Il émet des sifflements, un souffle. Les sifflements font... Et tous ces sons sont des indications de mouvements dynamiques de ce qui se passe dans la magnétosphère. Si vous vous retrouvez sur une autoroute déserte la nuit, votre radio peut capter les sons étranges émis par la magnétosphère de Jupiter. Les explosions durent de quelques secondes à quelques minutes. Elles se produisent toutes les heures ou deux. La plupart de ces sons sont statiques, mais de temps en temps, on capte des sons dont la tonalité monte ou descend. Pour certains, ces spasmes audio évoquent le son des pivers ou celui des vagues qui s'écrasent sur la plage. C'est un son inquiétant.
Mais on a compris pourquoi Jupiter parlait seulement lorsque Voyager 2 en a traversé la magnétosphère extérieure en 1979. Pendant longtemps, personne n'a compris comment ces signaux étaient générés. C'est une question que je me posais quand je me suis intéressée à Jupiter. Que peuvent bien être ces émissions radio? C'est l'un des rares mystères de Jupiter qui ait été dévoilé. On a répondu à certaines questions, mais cela en a soulevé de nouvelles, et c'est normal. Si on ne se pose pas de questions, cela devient terne et ennuyeux. Alors je pense que le fait que les planètes ou l'univers ne livrent pas leurs secrets facilement fait partie du jeu. C'est ce qui fait son intérêt. Jupiter reste étonnamment mystérieux pour les scientifiques. En 1979, on a été très surpris de découvrir que Jupiter avait un anneau. Il n'a rien à voir avec celui de Saturne, mais c'est quand même une caractéristique fascinante. Toutes les planètes géantes ont des anneaux. Ce sont probablement des reliquats de la formation de ces planètes et de leurs lunes, qui se sont coagulés dans le gaz qui se trouvait là. Ce sont peut-être des lunes mort-nées. L'anneau de Jupiter est constitué soit de matériaux arrachés à une lune intérieure, soit de poussière qui provient de lunes extérieures. L'anneau grandit lentement, au fur et à mesure qu'il absorbe de nouvelles particules. Un autre aspect de la planète demeure une énigme. Pourquoi est-ce que ces tempêtes continuent de se former? Il y a aussi un endroit obscur que l'on a entreaperçu en 1997. Cela ressemblait à un énorme nuage de mauvais augure, 2 fois plus grand que la Terre, en vol stationnaire au-dessus du pôle nord de Jupiter. Beaucoup d'endroits restent mystérieux. Il y a aussi d'autres petits cousins de la tache rouge qui sont apparus, puis qui ont disparu. 3 d'entre eux étaient de forme ovale. Ils faisaient entre la moitié et 1/3 de la taille de la tache rouge et se trouvaient sur la même latitude dans l'hémisphère sud. Ils existaient depuis les années 1930 où des astronomes amateurs ont observé leur formation. Et ils ont existé jusqu'à la fin des années 90. 2 de ces nuages ont d'abord fusionné, puis ils ont absorbé le 3e. Et il continue de se transformer. Il a viré au rouge il y a quelques mois. Maintenant, on l'appelle le petit point rouge parce qu'il s'est coloré. Son changement de couleur est une énigme. Il s'agit peut-être d'un phénomène chimique ou de l'intervention soudaine d'une nouvelle force. Il faut qu'on étudie cela. Jupiter est une planète hostile et agitée. Son énorme corps gazeux secoué de violentes tempêtes est l'un des environnements les plus particuliers du système solaire. Bien qu'il soit à 800 millions de kilomètres, nous avons peut-être plus de choses en commun avec cette planète cousine que nous le pensons. Je pense que la leçon à tirer de Jupiter, c'est que quels que soient les climats et les conditions météorologiques qui règnent sur la Terre, sur Jupiter, tout est plus grand. Nous ne sommes pas sur une île, et on trouve ailleurs d'autres exemples de ce qui se passe sur la Terre. Jupiter, qui représente la principale énigme de notre système solaire, pourrait aussi fournir des réponses aux scientifiques sur certains phénomènes.